Hello et bienvenue sur la chaîne de Demoiselles du Livre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera la première d'une série de 5. Chaque mois, je vais sélectionner le livre que j'ai préféré lire pendant le mois qui vient de s'écouler et à peu près tous les 3 mois, je présenterai du coup les livres de chaque trimestre. Là aujourd'hui on va se retrouver pour janvier, février et mars. À la fin de l'année, donc parce que du coup là ça va faire 4 vidéos, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre, novembre, décembre. Ça fait 4 vidéos. La 5e, en gros, je prendrai ces 12 livres que j'aurai sélectionnés et en fait je ferai mon top de l'année grâce à ça. Vous l'aurez compris, pour cette vidéo, on va parler de mes coups de cœur du mois de janvier, de février et de mars. J'ai profité du mois de janvier pour m'enfiler toute la saga des Chroniques lunaires de Marissa Meyer publiée chez Pocket Jeunesse. Mon tome préféré de cette saga, ça a été celui sur Levana. Donc en fait le tome compagnon qui parle du personnage antagoniste. C'est du coup le préquel en fait de la saga qui parle donc de la reine lunaire Levana, de son enfance, de comment elle est arrivée au pouvoir et de toute son évolution. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome, c'est que contrairement à certains tomes sur les antagonistes, Levana ne passe pas pour la gentille en fait dans l'histoire, pour la gentille, mais que la vie a tellement atteint que du coup elle est obligée de devenir méchante et du coup on la prend un peu en pitié. Là en tout cas moi j'ai pas ressenti ça, juste un peu plus compris son histoire et juste compris comment elle fonctionnait et qu'elle était complètement folle, voilà. J'ai beaucoup aimé la façon dont l'autrice a amené l'histoire de la reine lunaire, vraiment sans... Alors certes elle prend des coups dans la vie, hein. Levana, sa vie a pas été facile du tout, mais à aucun moment, bon, il y a des moments où on se dit un peu la pauvre quand même, mais à aucun moment on se dit oh mais en fait elle est gentille, pas vraiment. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans la façon dont ce tome était fait. Vraiment, ils permettent de mettre un contexte sur pas mal d'événements qui se passent pendant la durée des 4 tomes entre guillemets principaux. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce préquel. Ça a été mon tome préféré des 5 tomes de la saga des Chroniques lunaires. Si vous n'avez pas lu la saga et que vous voulez lire donc ces 5 tomes, donc le premier tome c'est Cinder, ensuite on a le deuxième tome Scarlet, puis Cress, le 4e tome c'est Winter et donc le tome compagnon, le préquel, c'est Levana. Il est conseillé de lire Levana entre le tome 3 donc Cress et le tome 4 Winter. Voilà. Faut pas le lire avant, même si c'est un préquel, parce que ça peut spoiler certaines choses de la saga principale qui vont faire que, enfin voilà, ça risque d'être un petit peu embêtant et de gâcher certains éléments de suspense du tome 1, 2, 3. Donc voilà, il vaut mieux le lire soit après avoir tout lu, mais c'est presque un peu dommage, mais en tout cas entre le tome 3 et le tome 4, c'est ce qu'il y a de mieux. Mon coup de cœur du mois de février, c'est L'Empire des femmes de Cassandre Lambert, publié chez Didier Jeunesse. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, le tome 2 est sorti. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai dévoré le tome 2. La lecture du tome 2 n'a fait que confirmer mon coup de cœur. L'histoire de l'Empire des femmes, elle se déroule à Sapienta, où les règles sont les suivantes. En fait, les femmes dirigent et les hommes servent. Chaque année est organisé ce qu'on appelle le tournoi de la procréation. Et il y a des hommes qui vivent exilés sur une île hostile qui vont être sélectionnés pour devenir ce qu'on appelle des géniteurs. Ces hommes sélectionnés sur cette île, ils vont pas être géniteurs tout de suite, non, c'est trop facile. Hein. Déjà il faut survivre jusqu'à ce qu'ils soient en âge de procréer sur cette terre un peu désolée tout ça, et puis directement ils seraient géniteurs. Non, ça marche pas comme ça. En gros, ils sont envoyés à Sapienta dans ce tournoi de la procréation, pendant lequel ils vont devoir subir des épreuves pour avoir l'honneur de devenir le géniteur d'une demoiselle qui vient d'avoir 18 ans. Le but ultime des femmes dans cette société, c'est de devenir mère. Toutes les jeunes filles de la cité attendent cet événement avec impatience. C'est l'événement de l'année et surtout les jeunes filles en âge de procréer, donc les jeunes filles qui sont dans leur 18e année, elles attendent que ça, de pouvoir avoir leur géniteur et de pouvoir devenir mère potentiellement. Toutes, sauf Adona. Adona, elle est terrifiée de voir arriver
cette échéance. Le truc, c'est qu'Adona, c'est la fille de l'organisatrice du tournoi de la procréation. Du coup, bah, on attend beaucoup d'elle. Les hommes qui sont en âge d'être sélectionnés sur l'île de Ténéros attendent aussi avec impatience l'arrivée des sélectionneuses. Parmi ces hommes, on retrouve Hélios. Hélios qui a aussi hâte d'être sélectionné, mais pas pour échapper à Ténéros pour devenir géniteur, mais plutôt parce qu'il a des idées un peu plus grandes que ça. J'ai adoré ce premier tome, je l'ai dévoré. J'ai adoré aussi le deuxième, je l'ai dévoré encore plus je crois. Je trouve que les personnages sont très bien construits. La société dans laquelle ils évoluent, elle est aussi bien dessinée. C'est fluide, c'est bien écrit. On alterne entre le point de vue d'Hélios, qui est un personnage opprimé par le système en place, et le point de vue d'Adona, qui elle, pour le coup, est un des personnages privilégiés par le système. J'ai beaucoup aimé voir comme chacun d'entre eux dépeignait les situations et leur point de vue sur la même situation, en fait, de voir à quel point les choses étaient interprétées différemment du fait de leur culture, de leur différence de statut en fait au sein de cette société et la façon dont ils ont été éduqués, etc., comment ils doivent se comporter. C'était hyper intéressant et hyper bien fait. Au début des chapitres, à chaque fois on a des citations qui sont écrites. Certaines sont des vraies citations, d'autres sont des citations inventées et d'autres encore sont des citations qui existent mais transposées, non pas parce que ce sont des citations qui se rapportent à une société patriarcale et du coup qui sont transposées à une société matriarcale. Ça aussi c'était très bien fait et c'est un vrai plus je trouve pour le roman. Parce que en fait on comprend aussi que dans cette série qui parle notamment du patriarcat en mettant en scène une société matriarcale dont certains aspects sont quand même très poussés, où on remarque directement à quel point c'est nocif en fait pour les hommes qui font partie de cette société. En fait au travers de ces citations on se rend compte que c'est aussi nocif pour les femmes qui sont dans cette société et on voit à quel point en fait elles sont endoctrinées pour ne penser plus qu'à une seule chose, la procréation et voilà, c'est tout. En tout cas, je trouve que le sujet du patriarcat qui est abordé en ce moment, c'est très bien fait et j'ai trouvé, c'était le premier livre que je lisais de Cassandre Lander et j'ai trouvé sa plume très agréable avec une lecture super fluide. Certains rebondissements je les ai un peu sentis venir, surtout dans le tome 2, mais pas tous. Et c'était quand même vraiment très bien amené, donc gros coup de cœur pour cette duologie. Donc ça c'est le tome 1 et puis là il y a le tome 2 qui est sorti. Si vous avez l'intention de le lire, ne commencez pas ça sans avoir ça sous la main. Moi j'ai dû attendre un petit peu entre les deux tomes mais pas très longtemps. Mais vraiment à la fin du 1 tu veux savoir tout de suite la suite. Ça se termine sur un suspense. Il faut pas faire des choses comme ça, c'est pas gentil. Enfin, on va parler de mon coup de cœur, de mon livre préféré de mars. Il s'agit du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, publié chez Brajlon. Déjà, voilà, un jaspage, et il est magnifique. L'intérieur, on se représente plutôt bien les personnages principaux du coup. Et si on enlève la jaquette, un espèce d'aspect marbré là. Et dans la jaquette, j'allais la remettre sans vous montrer, on a une carte qui nous représente vraiment bien l'univers. Enfin honnêtement, je l'ai lu en enlevant tout le temps la jaquette et en ayant tout le temps la carte comme ça. Enfin tout le temps non, mais au départ en tout cas. J'avais toujours la carte à côté de moi pour essayer de voir où on était. Le pont des tempêtes, il est là. C'est le grand pont qui relie la partie nord et la partie sud. Ok, on va en reparler. Dans le pont des tempêtes, on découvre l'histoire de Lara. Lara qui est la fille du roi de Maridrina. Elle a été enlevée à sa mère quand elle avait 5 ans et a été élevée dans le désert avec ses demi-sœurs, qui avaient à peu près
le même âge qu'elle et qui étaient aussi donc ses demi-sœurs du côté du roi bien sûr, et qui sont nées la même année qu'elle. Et donc elle a été élevée dans le désert dans le but de devenir un peu l'arme secrète de son père. Elle est entraînée à l'espionnage, au combat, mais aussi à l'art de la séduction, et sa mission ce sera d'infiltrer le royaume d'Itikana, c'est-à-dire le royaume du pont. Pour infiltrer ce royaume, quoi de plus discret que d'épouser le roi du royaume d'Itikana, Aren, sous le prétexte d'honorer un traité de paix signé il y a 15 ans. Itikana du coup c'est le royaume du pont. Et ce pont, c'est la seule voie commerciale, comme je vous l'ai montré sur la carte, là c'est le petit trait au milieu. Et en fait c'est la seule voie commerciale entre la partie nord et la partie sud. Le truc c'est qu'autour de ce pont, il y a ce qu'on appelle la mer des tempêtes, qui est pendant, je crois que c'est 10 mois de l'année environ, complètement impraticable du fait de conditions météorologiques très hostiles. Hein. Grosse tempête, tout ça. Impraticable concrètement. Donc du coup c'est la seule route commerciale entre les pays du nord et les pays du sud, et du coup ça suscite quelques convoitises. Lara, on lui a appris qu'Itikana, ils usaient et abusaient de leurs privilèges pour voilà, d'être le détenteur du pont, et du coup qui s'enrichissaient sur le dos des autres pays, qui réduisaient plus ou moins bon gré mal gré les autres royaumes un peu à la famine, tout ça quoi. Le but de sa mission c'est de s'infiltrer dans le royaume d'Itikana, de gagner la confiance des habitants, tout en fracturant plus ou moins les défenses du pont, hein, pour le rendre prenable pour les Maridriniens, donc pour le royaume de son père. Lara, du coup elle est guidée par ses croyances, hein, parce que tout ce qu'elle a appris, elle a très envie d'aider son peuple, et puis on lui a appris dans le désert que le roi d'Itikana, c'était pas un personnage très recommandable, que c'était un gros vilain méchant, etc. Donc du coup elle le déteste. Hein. Elle prend sa mission très à cœur. Mais, parce qu'il y a un mais bien sûr, vous le voyez venir gros comme une maison, ce dont elle ne se doute pas, c'est qu'au fil du temps qu'elle va passer dans ce royaume et auprès de ses habitants, elle va commencer un petit peu à remettre en question tout ce qu'on lui a appris pendant son enfance. Ce livre, ça a été un véritable coup de cœur énorme. Non seulement c'est une beauté, hein, mais si on passe au-delà de mon côté superficiel, vraiment le livre est génial. La suite sort en octobre, j'ai juste envie d'appuyer sur avance rapide dans ma vie pour être déjà en octobre et connaître la suite. Une fois encore, comme dans l'Empire des femmes, on a les points de vue des deux protagonistes. Donc on a le point de vue de Lara, mais on a aussi le point d'Aren, le roi du coup d'Itikana. Les personnages ils sont bien construits, leur psychologie pardon, est très bien explorée. Celle de Lara, vraiment, celle d'Aren est pas mal développée, mais on a surtout celle de Lara. Ce qui se joue en elle, on la voit évoluer au fil du livre, c'est hyper bien fait. J'ai eu à la fois envie de tarter Lara et d'épouser Aren. L'univers est super bien construit, super bien travaillé. La petite carte pour se repérer, merci beaucoup. Comme je vous disais tout à l'heure, je m'en suis servi à plusieurs reprises. N'hésitez pas à le faire aussi si vous avez l'édition hardback. Les personnages secondaires sont aussi plutôt bien faits, plutôt bien développés, sont attachants. Et j'ai beaucoup aimé aussi dans ce livre le fait que on ait des enjeux politiques et une lutte de pouvoir autour de ce pont en fait, du contrôle du pont. C'est vraiment un point fort parce que c'est très bien fait. La mise en scène du côté politique du livre est excellemment bien faite. Vraiment, c'est le point fort pour moi de cette histoire. Tout ce qu'il y a autour de ça, toutes les stratégies, les trahisons, petit enemies to lovers bien sûr. Et vous vous doutiez, hein, quand je vous en ai parlé, hein, on sait, hein, mariage arrangé, tout ça, bon, hein, voilà. Tous les éléments sont réunis pour faire de ce livre une histoire addictive et vraiment, c'est très bien réussi. Du coup, voilà, je vous ai présenté mon coup de cœur de janvier, de février et de mars. Donc les 3 premiers sélectionnés pour la sélection finale qui aura lieu en fin d'année. Je sais pas si vous avez lu ces livres, n'hésitez pas à me le dire, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, si vous avez envie de les lire
pas. N'hésitez pas non plus, si la vidéo vous a plu, à la liker, à laisser un petit commentaire. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!